Bonjour à toutes et tous, merci de vous être connectés si nombreux aujourd'hui en ce midi du 16 juin 2025 pour ce webinaire sur l'adaptation des bâtiments d'élevage bovin-lait aux conditions chaudes. Donc on va vous présenter aujourd'hui de midi à midi 45 les résultats de travaux qu'on a pu mener et piloter notamment par Bertrand Fagot côté Institut de l'élevage qui présentera ce webinaire avec moi. Petite précision avant de commencer le webinaire et les présentations. Donc le webinaire est enregistré là aujourd'hui pour pouvoir proposer un replay suite à la tenue de ce webinaire pour les personnes qui n'ont pas pu participer et qui n'étaient pas disponibles. Également, c'est normal, vous ne pouvez pas activer votre micro ou votre caméra, mais pour les interactions, on prendra un temps de questions-réponses suite à la présentation de Bertrand, donc en fin de webinaire. Donc, si vous avez la moindre question à poser sur le contenu, n'hésitez pas via la modalité Q&R. Donc, vous avez le bouton dans la bande supérieure, là, sur Teams. Le bouton Q&R, vous avez la possibilité de poser vos questions et on prendra un temps de questions-réponses, 10-15 minutes en fin de webinaire. Sans plus tarder, donc on va commencer les présentations. Déjà pour ma part, donc Jean Charef, je suis chef de projet élevage et environnement au CNIEL, l'interprofession bovin-lait. Et donc on est rassemblés aujourd'hui pour parler ensemble de l'adaptation des bâtiments d'élevage bovin-lait aux conditions chaudes, donc pour limiter le stress thermique des animaux. Petit élément de contexte en introduction. Le changement climatique, voilà, forcément un enjeu pour la filière bovin-lait avec notamment un enjeu autour du stress thermique des animaux. Comment on en est arrivé à travailler sur ce sujet? Tout a commencé avec le programme Climat-lait qui avait été initié par le CNIEL en 2015 avec tout un jeu de partenaires que vous voyez ici. Donc, ce programme, il visait à étudier l'impact du changement climatique sur les fermes bovins laitières françaises. Et dans le cadre de ces travaux, il y a différentes études qui ont été faites sur l'évolution du climat sur le siècle, sur l'impact pour les fermes laitières, et puis des groupes d'éleveurs pour travailler autour des conséquences du changement climatique. Ce qui est ressorti notamment de ces travaux, c'était le fait que sur le siècle, on allait constater, d'après les projections, une augmentation du nombre de jours de stress thermique des vaches laitières et surtout une augmentation de l'intensité de ce stress thermique pour les vaches. Donc, face à ces éléments, ça a vraiment soulevé le point côté éleveurs qui ont participé à ce groupe que le stress thermique des animaux était une préoccupation majeure par rapport au changement climatique et ça a donc amené le CNIEL et ses professionnels à vouloir travailler sur la question de l'adaptation des bâtiments pour pouvoir gérer ce stress thermique. Donc, pour cela, il y a des travaux qui ont été initiés autour des bâtiments d'élevage à partir de 2018, avec différents programmes successifs qui ont rassemblé tout un jeu de partenaires, avec comme volonté et comme objectif le fait de pouvoir faire remonter et s'appuyer sur des expertises de terrain pour traiter différentes thématiques autour des bâtiments et pouvoir porter des messages harmonisés à la filière avec la production de différents livrables qui sont consultables en ligne sur le site cniel-info.com. Parmi ces travaux et parmi ces livrables qui ont été faits, il y a donc eu un axe spécifique dédié à la question du stress thermique en bâtiment. Et ces travaux qui ont associé divers partenaires que vous voyez là à l'écran, avec la vraie volonté de pouvoir faire du partage d'expérience entre les expertises terrain, et notamment l'implication de Bertrand Fagot côté IDEL au pilotage, qui vous présentera les résultats juste après, et notamment l'implication également de Tanguy Morel, de Dominique Flagel du BTPL, ou de Pierrick Kéouzan côté champ d'agriculture de la Bretagne. Donc, globalement, qu'est-ce qui est parti à partir de ces travaux? Le constat, en termes de contexte, que les vaches laitières craignent plus le chaud que le froid, puisqu'en effet, les vaches vont devoir s'adapter à partir globalement de 15 degrés et vont subir un stress léger à partir de 21 degrés. Donc on voit qu'en termes de température, très tôt, au niveau des vaches, il y a des préoccupations avec des impacts sur les animaux, sur leur production, sur la santé et sur la reproduction des animaux. Donc le stress thermique est quelque chose de très important à prendre en compte, et ce, dès des températures relativement faibles. Un autre élément à prendre en compte dans le contexte et qui a été très important dans les travaux qui ont été menés, c'est le fait que le stress thermique,
c'est la température, mais pas que. La sensation de chaleur ressentie par les animaux, elle va être due certes à la température, mais également à l'humidité, donc à l'hygrométrie, à la vitesse du vent et au rayonnement. Et donc, c'est ces différents éléments qui ont été pris en compte dans les travaux d'expertise terrain qui ont été réalisés et pilotés par l'Institut de l'élevage et que Bertrand va vous présenter juste après. Juste avant de lui laisser la parole, parce que je vois qu'il y a des mains qui sont levées, là on est dans une configuration du coup webinaire où une nouvelle fois pour les interactions, et si vous avez des questions ou des réactions, il faut passer par la modalité Q et R que vous voyez dans le bandeau supérieur sur Teams qui vous permet de faire remonter vos questions. Merci. Donc Bertrand, je te laisse la parole pour la suite. Donc, bonjour à tous, Bertrand Fagot, donc Institut d'élevage, donc chef de projet dans le domaine du bâtiment d'élevage de ruminants, donc un institut d'élevage. Et donc c'est un travail qu'on a mené, qu'on a piloté au niveau d'IDEL en effet depuis 2018 et avec un certain nombre de partenaires qui nous ont aidés à réaliser ce travail. Voilà. Donc de ce travail, donc on a analysé un certain nombre de bâtiments au départ. Donc on a scanné en gros le stress thermique à l'intérieur des bâtiments en prenant des mesures de variables climatiques. Voilà. On s'est vite rendu compte que si on utilisait simplement le critère THI, température humidité index, le THI, pour caractériser les bâtiments, on n'arrivait pas à une finesse d'analyse au niveau du stress à l'intérieur du bâtiment. Voilà, donc le THI, c'est un bon indicateur d'alerte, mais pas suffisant pour voir le confort au sein du bâtiment. Puisqu'il n'y a que la température et l'humidité, et qu'en effet, comme l'a dit Jean, il y a deux autres critères qui sont essentiels. C'est la vitesse de l'air qui va réduire le stress subi par l'animal, la température ressentie, et ensuite c'est le rayonnement solaire qu'on peut avoir aussi à l'intérieur des bâtiments qui va accentuer le niveau de stress. Alors c'est pour ça qu'on a travaillé avec un indicateur plus complet qui est le HLI, Heat Load Index. Il y en a d'autres. On a choisi celui-là. Pourquoi? Parce qu'il est facile à mesurer avec nos appareils de mesure. Et donc, on a utilisé cet indicateur en fait, pour scanner les bâtiments en prenant des mesures tous les 2 à 4 mètres en, fait, en longueur et largeur à l'intérieur des bâtiments. Voilà. Donc, ce que ça nous a donné, c'est des cartes, comme vous voyez ici, un exemple de bâtiment très pédagogique et qui ont montré en effet qu'à l'intérieur des bâtiments, on avait un confort hétérogène en période de forte chaleur, comme on le voit sur cet exemple ici. Alors, si on va plus loin, en effet, il y a le confort en général, mais après, ça ne nous dit pas ce qui peut pêcher dans le bâtiment. Donc, on peut aller plus loin. Donc, on a ressorti des cartes, en fait, plus spécifiques, notamment concernant le rayonnement. Donc, c'est ce que vous avez sur l'image là. En zone rouge, en fait, c'est les zones les plus délicates au niveau du confort thermique. Et puis, en zone verte, en fait, en zone verte, où on a le moins de rayonnement. Et on a bien vu que dans nos bâtiments, quand il fait très chaud, quand le soleil, quand il n'y a pas de nuages, quand le soleil tape, on a un confort hétérogène lié notamment au rayonnement. Et donc, c'est un impact qu'on avait sous-évalué nous-mêmes dans la conception des bâtiments, je dirais, depuis 20 ans, quoi. Donc, c'est quelque chose qu'on ne prenait pas en compte dans la conception des bâtiments. Alors, on se rend compte aussi, on en parlera après, de la ventilation naturelle. Chez nous, il y a encore souvent voilà, ça progresse, mais un peu de frein encore à ouvrir les bâtiments, à faire sauter les murs et les bardages pour améliorer la ventilation naturelle. Donc encore du travail à faire de ce côté-là. Alors, autre constat, c'est que on s'intéresse au confort thermique, on s'intéresse au stress thermique pendant les périodes chaudes, mais le confort, c'est pour toute l'année, voilà. Et une vache qui est notamment en situation d'inconfort, les conséquences vont être encore plus importantes quand il fait très chaud. Voilà. Donc ici, vous avez un exemple, par exemple, d'un bâtiment voilà, qui a été conçu il y a 20 ans, avec une stalle un peu trop courte, c'est-à-dire qui fait 2,50 m ou 2,60 m par rapport à un mur, une barre de cou qui est trop basse, donc on voit la vache avec les pattes arrière sur le caillebotis, voilà, et forcément devant un mur, du bardage bois, donc peu de dégagement en fait pour la vache et peu de confort. Voilà, donc une vache là, un troupeau qui est logé comme ça, c'est sûr qu'un épisode de stress, si on a déjà de la fatigue avec des temps de repos un peu pénalisés, on peut avoir en période chaude autour de 3 heures en moins de couchage, de temps de couchage. C'est ce qu'on a mesuré
dans certaines fermes, donc les dégâts vont être beaucoup plus importants. Donc le confort, c'est vraiment quelque chose qu'il faut checker à l'intérieur des bâtiments avant d'investir dans des équipements comme des ventilateurs ou autres systèmes. Alors, on se rend compte aussi quand il fait très chaud, bah, la circulation est perturbée dans les bâtiments, notamment aux abords des abreuvoirs, où on a beaucoup d'attroupements et beaucoup de stress en fait cumulé et un mauvais accès à l'eau. Enfin, il y a beaucoup de choses qui jouent aussi au niveau de l'alimentation, hein, voilà, donc ça, je ne suis pas spécialiste de l'alimentation, plutôt en bâtiment, stress thermique en général. Mais au niveau alimentation, il y a pas mal de choses aussi à scanner, à regarder, puisqu'on se rend compte aussi que les fourrages, en fait, si déjà ils sont mal conservés, qui chauffent à l'auge, voire au silo, ben, on va avoir une ration qui sera beaucoup moins appétante pour la vache et du coup une réduction de l'ingestion très importante pour la vache et des conséquences derrière. Alors, les constats aussi, hein, quand on parle d'équipement, on s'est rendu compte très vite qu'il y avait des soucis avec la ventilation mécanique telle qu'elle est installée aujourd'hui en France. Voilà. Et donc, quand on a scanné nos bâtiments, quand on ressort les cartes, voilà, avec les vitesses d'air, comme vous pouvez voir là sur la petite carte, on s'est rendu compte que le confort, les vitesses d'air, en fait, étaient très hétérogènes dans les bâtiments et encore plus hétérogènes, notamment quand on avait des ventilateurs. Voilà. Donc, c'est pas ce qu'on recherche. Et qu'il y a aussi deux choses avec la ventilation mécanique, hein. Il y a le fait de mettre des ventilateurs et de booster la ventilation. Donc ça, peut-être que toute l'année, ça marche. Voilà. Mais quand il fait très chaud, voilà, on se rend compte que si on a un confort hétérogène au niveau du bâtiment et accentué par des vitesses d'air trop hétérogènes, ben on a des rassemblements d'animaux très importants dans le bâtiment, donc on n'a pas résolu les problèmes. Alors, si on regarde sur les photos d'en haut, hein, en haut à gauche, hein, on a un bâtiment avec d'un côté un bloc trait, de l'autre côté un bâtiment de stockage, donc ça freine la ventilation naturelle. Voilà, et toutes les vaches, hein, malgré des ventilateurs qui font le boulot, toutes les vaches sont attroupées en fait en partie haute du bâtiment pour aller chercher un peu d'air sain. La deuxième photo, ben, on voit là l'impact du rayonnement. On a beau avoir des ventilateurs en fait qui font pas mal de vitesse d'air, ben, les vaches se concentrent dans les zones les plus sombres du bâtiment. Et c'est ce qu'on voit ici. On voit la projection des tôles éclairantes sur le sol. Donc les vaches fuient à la fois les contrastes lumineux et les zones de chaleur. Et à droite, on voit, ben, pareil, on a un ventilateur type hélicoptère, un type brasseur d'air de plafond qui fait des vitesses d'air, mais quelque part, toutes les vaches sont rassemblées dans une zone très limitée. Et donc ça reflète un manque d'équipement. Donc des choses qui peuvent améliorer la ventilation parfois tout au long de l'année ou quand les températures sont pas trop hautes. On voit qu'il faut aller voir quand il fait très chaud et notamment les regroupements d'animaux. Beaucoup de questions aussi autour de la bromisation. Voilà, la bromisation, on l'entend souvent, bah, il n'y a qu'à bromiser, il faut bromiser. Voilà, mais on se rend compte qu'en ruminant, il y a des questions autour de la bromisation. Pourquoi? La bromisation, c'est des fines gouttes, hein, ce sont des fines gouttes qui sont censées baisser la température de l'air environnant l'animal. Voilà. Donc, pour que ce soit efficace, bah, il faudrait que tout l'air du bâtiment soit bromisé. Or, ce qu'on voit bah, quand on est dans cette situation-là, c'est un grand bâtiment. Bah, voilà, donc on a du mal à bromiser toute l'air du bâtiment, donc à réduire la température. Et à l'inverse, si on a des volumes beaucoup trop faibles, ben, on risque d'augmenter le taux d'humidité. Et donc ça, c'est pas recherché, hein. On l'a vu tout à l'heure avec le THI, hein. Donc dès qu'on va augmenter les taux d'humidité, par exemple ce week-end, s'il a fait très orageux, voilà, donc avec 80% d'humidité relative, si en plus on augmente le taux d'humidité, ben, on dégrade largement le confort. À l'inverse, on voit se développer le douchage, voilà, qui est très appliqué dans les pays très chauds. Voilà, alors le douchage, ce sont des grosses gouttes. Voilà, donc là, on va directement en fait mouiller l'animal, hein, alors que la bromisation, on n'est pas censé mouiller l'animal. Ce sont des fines gouttes en fait qui vont être projetées dans l'air. Ici, on va directement mouiller l'animal pour réduire sa température corporelle. Et donc là, beaucoup de questions aussi par rapport à l'application du douchage. Donc, comme vous l'avez vu, merci Bertrand, les travaux qui ont été menés, ils ont permis déjà de faire des constats sur le terrain et notamment de ressortir voilà, des grandes priorités d'action et puis des grandes recommandations. Donc, c'est ce qu'on a fait avec les partenaires, de construire vraiment un plan d'action
de manière priorisée qui mettent en avant les éléments à mettre en place sur les bâtiments, que ce soit pour du neuf, mais aussi bien sûr pour adapter des bâtiments existants. Donc, comme vous l'avez déjà un petit peu compris dans les propos introductifs de Bertrand, il y a des actions qui sont prioritaires à mettre en place et qui vont être efficaces entre guillemets à moindre coût, et il va y avoir d'autres actions, plutôt des facteurs secondaires d'amélioration qui seront à mettre en place une fois que, et si et seulement si, les premières étapes sont bien respectées et optimisées afin vraiment d'aller chercher un surplus d'amélioration du stress thermique. Donc, ce qu'on va faire dans la suite là de l'exposé, et je relaisserai la parole à Bertrand, c'est prendre chacun de ces points un à un pour vous partager les grandes recommandations. Sachant que globalement, pour aller plus loin, vous avez différents documents et différentes ressources qui existent. On vous remettra les liens au fil de l'exposé, qui précisent un peu plus et qui vont plus loin, que ce soit dans la démarche globale ou alors des focus sur certains points du plan d'action. Tout au long de l'exposé, quand Bertrand vous présentera point par point, vous verrez dans un encadré similaire à celui sur cette slide-là, les documents qui existent et qui peuvent être intéressants pour vous si vous voulez creuser le point présenté. Et je répète encore une fois, n'hésitez pas tout au fil de l'exposé à poser vos questions, à remonter vos questions via le bouton Q et R, et on prendra un temps en fin de webinaire pour y répondre. Bertrand, je te redonne la main. Merci Jean. Donc la première chose, en effet, on en a parlé tout à l'heure, c'est le confort. Éviter la surcharge des bâtiments. Attention à l'air d'attente avant la traite dans les salles de traite conventionnelles. Donc le fait de serrer les animaux, c'est quelque chose de très stressant. Donc on a peut-être intérêt à éviter de serrer les animaux, notamment en période de forte chaleur, et de s'organiser autrement. Attention aussi aux accès robots. Si on est très serré, là, il y a pas mal de fréquentation. Bien sûr, le dimensionnement des aires de vie, donc il y a des recommandations. Les longueurs de stalles de logettes, on voit que les bâtiments de plus de 20 ans, il y a des choses à faire au niveau agrandissement des stalles, au niveau des surfaces d'air paillées, au niveau des couloirs aussi. Voilà, on voit dans la photo en bas à gauche des logettes où toutes les vaches sont couchées. Donc le réglage des logettes, c'est aussi essentiel. Voilà, il y a encore beaucoup à faire et beaucoup d'améliorations à faire dans nos élevages. Et donc ici, vous avez 2 publications un peu qui font le point sur les dimensions des aires d'exercice et sur les recommandations au niveau dimension et réglage des stalles de logettes. Alors l'abreuvement, là c'est aussi un point noir. Voilà, dans beaucoup d'élevages, en fait, il y a encore des choses à faire autour du linéaire par vache, réparti dans tout le bâtiment. Aujourd'hui, on conseille minimum 10 cm l'été, voilà, en période chaude, donc il faut arriver à 10 cm, avec des abreuvoirs tous les 15-20 mètres, et puis des abreuvoirs aussi avec de l'espace autour, ce qui manque aussi dans nos bâtiments. On a souvent fait des passages entre couloirs trop étroits, où on a nos abreuvoirs qui sont positionnés, et donc peu de possibilités en fait pour à la fois circuler et s'abreuver, et donc s'il peut générer des bouchons. Bien sûr, il y a la hauteur des abreuvoirs, les débits d'eau qui vont jouer, un débit minimum aussi d'eau dans l'abreuvoir, voilà, et une hauteur minimum, par exemple, d'eau dans l'abreuvoir, en fait. Et puis, voilà, donc c'est quelque chose vraiment qu'il faut checker dans nos bâtiments, et il y a encore pas mal à faire. Et puis ensuite, bien sûr, la qualité de l'eau, d'avoir voilà, d'avoir une routine en fait pour vidanger, nettoyer, brosser les abreuvoirs, enlever les biofilms pour que l'eau soit très appétante, puisque les vaches sont très sensibles à à une mauvaise flaveur de l'eau. Alors autour de l'alimentation, ce qu'il faut arriver, c'est distribuer les meilleurs fourrages, je dirais, d'été, des fourrages très appétants, puisque la première adaptation, je dirais, l'une des premières adaptations des vaches, c'est de réduire son ingestion, de réduire leur ingestion. Donc il faut absolument avoir des fourrages bien conservés, donc dans des silos en fait pas trop hauts, pas trop larges, avec un avancement en fait assez important en période estivale. Idéalement aussi des silos plutôt orientés avec les fronts d'attaque pour l'été à l'est ou au nord. On ne choisit pas toujours dans les sites d'élevage, mais voilà, si on peut cumuler à la fois l'ensemble de ces choses, donc on va réduire les risques d'échauffement du silo. Alors bien sûr, il faut avoir une vigilance encore plus importante l'été, toute l'année, mais encore plus importante quand il fait très chaud. Sur les refus au pied des silos, les refus qui restent dans les mélangeuses, les refus qui restent à l'auge, les enlever très vite en fait pour éviter de dégrader en fait la qualité du fourrage mis à disposition à l'auge.
Et puis, bien sûr, il faut une auge à l'ombre, comme on voit là sur la droite. Voilà, éviter qu'on vienne réchauffer l'auge. Et puis, suffisamment de place, puisque les vaches vont davantage consommer en fin de journée, quand la fraîcheur va revenir, hein, plutôt que l'après-midi. Et donc, à ce moment-là, on risque, si on manque de place à l'auge, en fait, de créer des attroupements importants en fin de journée et de pénaliser, en fait, les vaches dominées, comme les prémipares ou d'autres vaches qui sont plutôt en dominées. Et puis aussi, il y Bertrand, a une je me réflexion sur les permets pratiques. juste de Oui, t'interrompre parce qu'il y a une question sur les sigles dans les pastilles jaunes. Peut-être si tu peux voilà. repréciser. Voilà. Donc là, ce qu'on a mis sur les pastilles jaunes, c'est bien pour montrer qu'il y a des choses qu'on peut faire à très court terme et des choses à moyen terme ou à moyen terme, voire à long terme. C'est-à-dire il y a des choses tout simples. Rajouter un abreuvoir, parfois, c'est facile, ça prend peu de temps. Adapter son rythme de distribution des aliments, par exemple, hein, c'est aussi possible dans pas mal d'élevages. L'idée, notamment pour les rythmes de distribution, c'est d'éviter de distribuer, par exemple, à 10-11 heures le matin, avec derrière les fortes chaleurs qui arrivent, hein, et donc, et plutôt, en fait, distribuer aux périodes les plus fraîches de la journée pour favoriser l'ingestion. Alors l'ombre, on va le dire, on a parlé tout à l'heure du rayonnement en bâtiment, bah forcément à l'extérieur aussi. Mais bon, il y a beaucoup d'endroits aussi où quand il fait très chaud, bah, il n'y a plus d'herbe sur pied. Donc si voilà, on peut mettre des arbres, on peut voilà, mais s'il n'y a plus rien à manger, bah, les vaches sont presque mieux dans le bâtiment où elles ont tout à proximité, c'est-à-dire le fourrage complémentaire, l'abreuvement et puis l'ombre. Alors le rayonnement, il y a deux types de rayonnement, le rayonnement direct et puis le rayonnement indirect. Alors le rayonnement direct, l'idée c'est d'éviter que le soleil rentre dans le bâtiment. Voilà. Donc il y a des choses dans la conception des bâtiments ou dans l'aménagement intérieur, hein, notamment c'est l'ajout de débords de toiture qui permettent en effet au sud, hein, notamment au sud, de se protéger en fait du soleil qui est très haut l'été, comme on le voit sur le schéma, et beaucoup plus bas l'hiver. Donc l'hiver, le soleil rentre dans le bâtiment, c'est favorable. Par contre, l'été, on se protège avec un débord de toiture. Voilà, donc ça, c'est des choses possibles, soit en neuf, soit parfois en les ajoutant dans des bâtiments existants. La deuxième solution, c'est de créer des écrans. Voilà, donc avec des rideaux, par exemple, qui ouvrent du bas vers le haut, ou des rideaux à double ouverture, où on crée un bandeau en fait pour casser le rayonnement. Voilà. Ça peut être des choses aussi plus simples, hein, comme des panneaux d'ombrage, des rideaux d'ombrage, en fait, réalisés par les éleveurs. Le rayonnement indirect, on en a parlé tout à l'heure, c'est à travers notamment les éclairants en toiture, hein. On avait parfois l'habitude de mettre 10 à 15% d'éclairants en toiture. Ben, on se rend compte que ça crée de l'inconfort thermique, hein. Les infrarouges passent à travers, hein. Même si on filtre les ultraviolets, il reste les infrarouges et c'est eux qui ramènent la chaleur. Et en plus, on peut créer des contrastes lumineux. Donc, il y a eu des choses qui ont été testées, notamment par un éleveur du Rhône, hein, et qui peuvent fonctionner, c'est-à-dire repeindre en peinture blanche de l'intérieur les tôles éclairantes, voilà, avec une peinture type cériste. Il y a bien sûr la végétalisation des abords qui sera plutôt favorable, c'est-à-dire qu'on va éviter, comparativement à des sols en béton ou en goudron, hein, qui vont emmagasiner et renvoyer la chaleur vers le bâtiment. Là, on va rafraîchir l'environnement du bâtiment. On a l'isolation de la toiture, qui est vraiment essentielle quand on a des toits relativement bas par rapport aux animaux. Voilà. Par contre, si on a des toitures à grand volume, hein, par exemple qui démarrent à 4,50 m à la gouttière, avec des bâtiments très très ouverts, l'isolation elle est moins essentielle et moins voilà, et c'est pas forcément la priorité. Par contre, dès qu'on a des toits bas par rapport aux aires de vie des animaux, bah, c'est très important et très intéressant d'isoler. Et puis, bien sûr, supprimer les matériaux émissifs, donc les tôles, les murs, voilà, les tôles qui vont tout de suite renvoyer la chaleur, les murs qui vont emmagasiner, restituer et restituer ensuite, hein. Donc ça, il faut aujourd'hui, et puis ça nous aide aussi, hein, si on enlève les murs et puis les bardages en tôle acier, hein, ça va nous aider aussi à améliorer la ventilation. Alors, la ventilation naturelle, il y a encore du boulot à faire pour ouvrir les bâtiments. Voilà, et essayer de balayer le plus possible le bâtiment. L'été, l'effet cheminée, notamment, on n'a pas de gradient de température et l'effet cheminée est beaucoup moins efficace. Donc, il faut vraiment balayer le bâtiment et le plus bas possible.
C'est-à-dire qu'on voit sur les photos, là, c'est d'ouvrir le plus bas possible les bâtiments pour avoir de l'air sain qui arrive en partie basse et des vitesses d'air quand il y a un peu de vent. Voilà, donc alors, les rideaux, c'est l'idéal, hein, d'avoir des rideaux et sur chaque façade de bâtiment pour améliorer la ventilation transversale. Voilà, ça a un coût, hein, plus de 100 euros du mètre carré, donc ça a un coût. Il existe aussi d'autres solutions, hein, voilà, qui peuvent être adoptées. C'est l'aménagement de volets, retirer du bardage, démonter du bardage. Parfois, les éleveurs démontent du bardage de façon rapide quand il fait très très chaud et puis tout compte fait, il ne remonte jamais. Voilà, donc il y a possibilité d'ouvrir beaucoup plus largement les bâtiments et les vaches ne craignent pas le froid, hein, et tout compte fait craignent peu les vitesses d'air, y compris l'hiver. C'est-à-dire que il faut un bâtiment en fait qui soit très sain, c'est-à-dire éviter l'entrée de l'humidité dans le bâtiment, mais même l'hiver, les bâtiments peuvent être beaucoup plus ouverts que ce qu'on voit actuellement. Alors la ventilation mécanique, pour revenir sur la ventilation mécanique, hein, bien se rappeler que dans beaucoup de régions, bordure de mer, du nord de la France, dès que les températures baissent la nuit, la vache a la capacité de récupérer. Voilà, donc si plusieurs heures, on a des températures inférieures à 21-22 degrés, un THI inférieur à 68, les vaches ont la capacité de récupérer. Donc attention aussi au message quand on vous annonce des THI et qu'il faut faire très attention parce qu'il faut, voilà, et derrière, éventuellement acheter des aliments spécifiques ou d'autres choses. OK, il y a des sensibilités, mais il faut regarder la dynamique du THI, hein. Il faut regarder notamment le THI à combien il monte et il faut regarder aussi si c'est pendant plusieurs jours de suite, si les températures de nuit baissent, voilà, si on a un rafraîchissement la nuit. Et c'est vraiment là, quand on aura 2-3 jours à des THI de nuit supérieurs à 68, qu'on va avoir en effet, dans ce cas-là, un peu plus de conséquences sur les troupeaux. Voilà. Alors, ouvrir les bâtiments, on l'a dit, en fait, il faut d'abord avoir de l'air sain. Voilà, avant de voir pour brasser de l'air dans nos bâtiments. Donc l'ouverture, hein, on l'a vu, parfois si on met des rideaux, ça coûte assez cher, voilà, mais c'est vraiment la priorité avant d'installer des ventilateurs. Il faut de l'air sain dans nos bâtiments et ensuite éventuellement brasser. Alors une fois qu'on prend la décision en effet d'installer des ventilateurs, donc l'idée c'est d'apporter des vitesses d'air de façon homogène. Donc, une fois qu'on prend la décision en fait d'installer des ventilateurs, il faut y aller de façon en fait, voilà, il ne faut pas y aller à moitié. Il faut faire les choses correctement et équiper correctement le bâtiment. C'est-à-dire, en fait, il faut viser l'homogénéité des vitesses d'air au sein du bâtiment. Et les priorités, ce sera plutôt en fait les zones de couchage, sans oublier aussi le confort des taris et le confort en aire d'attente. Voilà. Donc, avant de ventiler, par exemple, près du cornadi, il faut d'abord ventiler au-dessus des logettes ou de l'air paillé. Et puis, bien sûr, ça a un coût, hein, d'investissement et de fonctionnement, hein, donc autour de 40 à 100 euros par vache par an, hein, suivant les régions, suivant le climat de l'année, suivant les types de ventilateurs installés, suivant le type de bâtiment. Donc, c'est pas anodin, hein, et les consommations électriques, elles peuvent aller de plus de 150 euros jusqu'à 350 euros par ventilateur par an. Donc, c'est pas anodin. Donc, il faut vraiment faire les choses dans l'ordre. Et quand on s'équipe, par contre, le faire correctement. Alors, l'abromisation, on en a parlé. Elle n'est pas utilisée pareil en élevage bovin qu'en élevage monogastrique, hein. Voilà, puisqu'en élevage de monogastrique, généralement, toute l'air qui rentre dans le bâtiment est bromisé. Voilà, donc déjà, c'est relativement plus facile en fait de réduire la température dans le bâtiment, ce qui n'est pas toujours le cas en bâtiment bovin lait. Et ensuite, on a de l'extraction. En fait, on a de l'extraction d'humidité. Alors que dans nos bâtiments, hein, soit on a un grand volume, donc on n'a pas moyen en fait de bromiser l'ensemble de l'air du bâtiment, soit on a des petits volumes avec des risques très forts et pas d'extraction avec des risques très forts en fait d'augmentation des taux d'humidité. Donc on est très sceptique sur l'efficacité de la bromisation et à chaque fois qu'on a mesuré les températures dans les bâtiments, avec ou sans bromisation, ben, on ne voit pas grand-chose. Ou alors on voit une baisse de la température de l'ordre d'1, 1,5 degré, par exemple, dans des aires d'attente, mais tout de suite une augmentation très rapide, hein, autour de 15 points d'humidité relative. Donc on n'améliore pas le confort, voire on peut créer des zones très poisseuses et qui soient très inconfortables. Alors c'est pour ça qu'en bovin lait, c'est le douchage qui se développe. Voilà, donc on vient de sortir une publication très récente sur l'utilisation de l'eau pour rafraîchir les animaux et avec une description en effet des systèmes de douchage et des recommandations pour installer ces systèmes. Voilà. Alors le douchage, ça se fait toujours avec de la ventilation mécanique.
C'est jamais un douchage en continu, c'est-à-dire qu'on va doucher pendant 1 heure, par exemple, avec 1 minute de douchage, 4 minutes de séchage. Donc, c'est du douchage et du séchage. Donc, on mouille, on refroidit et on sèche derrière, en fait. Voilà. Et c'est souvent, en fait, plusieurs séquences par jour. Et par exemple, si on a un douchage à l'auge, ce sera 6 séquences par jour, par exemple d'1 heure à l'auge quand les vaches sont à l'auge. Il y a aussi le douchage possible en aire d'attente avant la traite, donc 2 fois par jour, par exemple, avant la traite. Et éventuellement, quand il fait très très chaud, bien, on vient conduire les vaches dans la zone d'aire d'attente en fait pour ajouter des séquences complémentaires. Donc le douchage, c'est vraiment à réserver dans les zones, je dirais, les plus chaudes de France, hein, donc plutôt en zone continentale, dans des zones où la nuit, en effet, les températures ont du mal à baisser, on a des successions de jours de chaleur et de stress énormes. Voilà. Plutôt à réserver aussi avec des troupeaux très productifs. C'est vrai qu'on commence à avoir des troupeaux où on a des moyennes d'étable à plus de 40 kilos hein, par vache par jour. Donc ces vaches-là sont très sensibles, je dirais, encore plus sensibles que d'autres aux fortes chaleurs, puisqu'elles en produisent beaucoup. Voilà, donc vraiment à réserver dans certaines situations. Et puis, des points à prendre en compte, bah, c'est les consommations d'eau, bah, comment on fait aussi après avec les effluents. Donc, on l'a mesuré dans 2 fermes, donc on a quand même des consommations d'eau qui peuvent être conséquentes. Voilà, et des précautions aussi hein, sur le pilotage, le montage, voilà, le drainage bien sûr des eaux usées dans les couloirs, éviter d'inonder les couloirs, et forcément des coûts à prendre en compte aussi, hein, voilà, à la fois l'investissement dans les ventilateurs et puis dans le système de douchage, sachant que voilà, donc il faut dans ce cas-là encore plus être exigeant au niveau des vitesses d'air. Donc là, il faut vraiment ventiler tout le bâtiment, hein, donc à la fois les zones de couchage, les zones d'air d'attente, les taris, et puis ventiler très fortement à l'auge, si on ventile à l'auge ou en air d'attente avec des vitesses très importantes, autour de 2 mètres secondes, pour doucher et sécher très rapidement. Voilà. L'idée, c'est que la vache soit sèche quand après elle aille en logette. Alors, pour terminer, hein, on voit bien que l'adaptation des bâtiments bah, nécessite une vision très large, à 360 degrés. Voilà. Il ne suffit pas de se dire je vais mettre quelques ventilateurs et ça va aller mieux. Qu'il y a une palette de solutions, dont certaines très accessibles, donc d'où les petits sigles à court terme. Voilà, des choses très simples. Il faut checker son bâtiment. Alors, on parle des vaches laitières en production, mais surtout ne pas oublier les vaches en fin de gestation, donc les vaches taries avant vélage, voilà, qui ont besoin vraiment d'être bichonnées. Et là, on peut avoir un impact très fort hein, sur elles, mais aussi sur les génisses derrière qui naissent d'animaux qui ont subi des stress. Les jeunes animaux, les veaux, notamment quand on a des veaux qui sont à l'extérieur, sous des niches, en plein soleil, sur des dalles béton, voilà, de leur accorder aussi, leur apporter de l'ombre. Le confort au sein du bloc traite également, hein, dans les aires d'attente, donc on en a parlé. Et puis, bien sûr, bah, pour matcher tout ça, bah, d'avoir recours à des conseillers indépendants, en fait, qui peuvent avoir cette vision à 360 degrés, bah, c'est très utile. Et donc, l'objectif aussi, c'est d'avoir un pool de conseillers, à la fois conseillers élevage et conseillers bâtiment, sur lesquels les éleveurs puissent s'appuyer en fait pour avoir vraiment cette vision-là. Voilà. Donc, c'est un travail qu'on a fait au niveau du CNIEL avec pas mal de ressources qui sont à votre disposition. Aujourd'hui, on poursuit avec un pool de partenaires aussi à l'intérieur d'un CASDAR, donc un projet financé par le CASDAR en fait qui s'appelle Keep Cool. Hein. L'idée, c'est de démultiplier tout ça au plus proche du terrain, voilà, avec des actions terrain. Voilà, donc ça, c'est un projet qui va se dérouler, qui a démarré cette année et qui va se dérouler sur 3 ans et demi. Et l'idée, en effet, c'est de booster en fait l'application de toutes ces recommandations, d'améliorer la méthode de diagnostic aussi, la formation, voilà, et de continuer aussi à donner quelques repères techniques hein, pour les points qui seraient encore voilà, explicités. Voilà, donc le cas d'Arkeep Cool, donc vous verrez des informations dans les mois et les années à venir. Voilà.
Merci beaucoup Bertrand pour cette présentation et ces explications toujours très claires. Comme on s'était dit en début de webinaire, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de prendre un temps d'échange pour voilà pouvoir échanger selon les questions que vous vous posez et puis laisser à Bertrand la possibilité de d'y répondre. Donc encore une fois, vous avez dans le bandeau supérieur là le bouton Q et R qui vous permet de poser vos questions. Je vais commencer parce qu'il y en a déjà quelques-unes. Bertrand, on demande comment, quand est-il possible alors je vais reprendre la formulation, comment est-il possible d'évaluer le confort thermique des vaches laitières en période chaude? Et peut-être également en profiter, Bertrand, pour répondre à d'autres questions qui sont, que signifient aussi les sigles, THI et HLI. Voilà. Alors, THI, c'est Temperature Humidity Index, hein, c'est un indicateur de stress thermique qui est très connu, c'est le plus connu. C'est un indicateur d'alerte qui nous alerte et il tient compte de la température et d'humidité. Le HLI, c'est le Heat Load Index, donc c'est un autre indicateur qui est un peu plus complet puisqu'il tient compte de la température, l'humidité, mais aussi en fait de l'impact du rayonnement qui va dégrader le confort et à l'inverse en fait des vitesses d'air qui vont améliorer, réduire la température ressentie par l'animal. Voilà, donc ça c'est des indicateurs de stress thermique. Après, il y a d'autres moyens de vérifier en fait si l'animal, si le troupeau en fait subit un stress thermique. C'est déjà à partir du moment où on observe une baisse d'ingestion, une augmentation du temps de station debout, des regroupements à certains endroits du bâtiment. En fait, hein, les vaches sont stressées et se rassemblent, ou alors à proximité des abreuvoirs. Voilà. Et après, on a des signes au niveau des vaches aussi, augmentation de la fréquence respiratoire, augmentation de la température corporelle. Et aussi, il y a une notion aussi qu'on a, c'est le score de l'allaitement, hein, où on voit des vaches qui pompent de plus en plus sur les flancs, qui commencent à étirer un peu, à baver un peu plus, à tirer la langue, voire le cou. Voilà. Et quand on a des niveaux de stress très importants, c'est-à-dire qu'on arrive à des THI autour de 78-80 avec quelques jours d'affilée, on commence à voir en effet ces signes-là en fait qui vont apparaître un peu avant et qui sont signes en effet de stress, quoi. Voilà. Et c'est des signes qu'on peut voir aussi, qu'on a vu déjà depuis quelques jours là, avec du temps un peu plus orageux, donc qui montre bien quand il fait même 23-24 degrés, mais beaucoup d'humidité, ben, on peut avoir des niveaux de stress dans nos étables. Merci Bertrand. Plusieurs questions aussi sur le douchage. Une première, on nous demande est-ce qu'il n'y a pas un risque avec la pression sur la ressource en eau et notamment les restrictions territoriales potentielles? Oui, c'est une question. C'est pour ça qu'on a travaillé sur ce sujet-là pour que si c'est utilisé, c'est à bon escient, ce soit à bon escient. Voilà, et mettre des recommandations. On ne douche pas toute la journée. L'idéal, c'est de faire des séquences. Donc, il faut aussi des programmations, des programmes qui le permettent. C'est pas de doucher toute la journée au bout d'un certain nombre de THI. Il faut doucher quand les vaches sont présentes à l'auge, hein. Voilà, si on douche et qu'il n'y a aucune vache à l'auge, bah, c'est un peu embêtant. Ce ne sera pas efficace. Voilà. Après, il y a aussi des débits recommandés. Donc, voilà, il y a un tas de choses dans la publication. Après, il y a une question qu'on n'a pas moyen pour l'instant d'élucider, c'est le fait, quand elles sont douchées, bah, est-ce qu'elles consomment moins d'eau d'abreuvement? Parce qu'on peut avoir des consommations d'eau énormes en période de forte chaleur. Et on peut estimer que si on douche, bah, peut-être qu'elles auront moins besoin de s'abreuver. Donc, on va regagner un peu de l'autre côté. Mais pour l'instant, on n'a pas d'études sur le sujet. Et peut-être pour compléter aussi, c'est bien le sens de ce que vous voyez à l'écran, là, du plan d'action priorisé, hein. Le message, toujours, c'est de dire qu'on est sur des facteurs secondaires d'amélioration et que, bien sûr, il faut déjà avoir mis en place les étapes préalables avant d'aller voilà, avoir recours à cette ressource en eau qui, en effet, sur laquelle on sait qu'il y a des pressions. Toujours sur le douchage, Bertrand, une autre question. Tu avais parlé de la priorisation pour la ventilation mécanique, mais est-ce qu'il y a aussi des priorisations à avoir en tête pour l'installation de douchage dans le bâtiment? Oui, bah, donc c'est-à-dire que idéalement, ce qui coûtera le moins cher si on a une aire d'attente, c'est d'équiper, si on est en traite classique, c'est d'équiper l'aire d'attente et d'accepter quand il fait très chaud d'y conduire les vaches plusieurs fois par jour, c'est-à-dire avant la traite, voire rajouter des séquences. Quand on est allé en Israël en 2019, ben, on a vu qu'ils ramenaient des fois avec des températures de 40 degrés. Dans ce cas-là, ils ramenaient 8 fois les vaches en aire d'attente. Voilà, mais avec en effet de la main-d'œuvre salariée, voilà, peut-être à bas coût. Voilà. Mais
pourquoi pas en France, des fois, dans l'aire d'attente, dans la zone de douchage, ramener les vaches plusieurs fois par jour. Pas 8 fois, mais voilà, on peut accepter peut-être de le faire. Donc ça, c'est la première chose. Et après, c'est quand on est en complément, c'est éventuellement à l'auge. Et puis, quand on est en robot, bah, c'est à l'auge et devant les robots. Voilà. Donc, il y a en effet des priorités et également comme la ventilation mécanique. Voilà. Sachant que nos aires d'attente, elles sont pas toujours adaptées pour installer ce type de solution parce que les volumes sont des fois bas, les aires d'attente sont des fois trop fermées. Donc, il faut réussir à mettre à la fois des lignes de douchage, des ventilateurs et combiner avec la barrière poussante. Donc, c'est pas toujours simple. Autre question en lien avec cette utilisation de l'eau pour limiter le stress thermique. On demande quid de l'arrosage des toitures dans les bâtiments. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a aussi abordé hein, dans le livrable, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Bertrand? Oui, bah, l'arrosage des toitures, ça va baisser la température, en effet, mais ça va être peu durable dans le temps, c'est-à-dire qu'il faut arroser en continu. Voilà, on aura beaucoup aussi d'évaporation. Voilà, donc l'eau d'où elle vient. Voilà, si c'est même une réserve d'eau de pluie, bah, il y aura beaucoup d'évaporation. Au bout d'un moment, bah, l'eau elle sera chaude aussi, donc on aura du mal à refroidir. Donc c'est vraiment pas ce qu'on va pousser. C'est éventuellement ce qui est possible de faire vraiment en catastrophe, je dirais, hein, quand on n'a pas d'autres moyens, quand on a déjà ouvert la stabulation, quand on a des toits en tôle, par exemple, qui seraient très bas par rapport aux animaux. Voilà, donc c'est plutôt ouais, utilisation en catastrophe, quoi. Voilà, pour sauver des animaux. Merci, Bertrand. On a une question sur y a-t-il des chiffrages de coûts associés à ces investissements? Tu en as déjà peut-être parlé ponctuellement Oui. selon les investissements. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu les grandes lignes? Voilà, dans les brochures, vous avez en effet les prix au niveau de la ventilation mécanique estimés au niveau du douchage, mais sachant qu'après, c'est chaque bâtiment, voilà, on peut pas, et vous avez des exemples aussi, des exemples en fait d'installation dans les fiches techniques sur la ventilation mécanique et douchage avec des plans types, voilà, mais chaque bâtiment est différent. Donc il faut vraiment avoir des conseillers spécialisés qui puissent adapter à chaque élevage des solutions, quoi. Voilà, donc voilà, c'est des repères, mais après, chaque exploitation est très différente et on n'a pas de standard de bâtiment, hein, Beauvalet. Tout est différent, donc il faut vraiment une expertise extérieure. Peut-être une dernière question sur le douchage très rapidement. On voit que c'est un sujet qui cristallise beaucoup de questions, mais ça tombe bien, il y a une publication toute récente. On demande si le douchage peut avoir un impact sur le côté santé mamelles et cellules, avec l'écoulement de l'eau sur les trayons. Non, quand on regarde, en fait, quand on observe les vaches, en fait, quand elles sont douchées à l'auge, voilà, ou en aire d'attente, bah, on voit le corps de la vache fait parapluie, quoi. Donc c'est comme si elle était dehors sous une pluie, en fait, hein. On a des grosses gouttes et puis le corps, en fait, fait un peu parapluie et donc la mamelle, en fait, n'est pas mouillée. Et ce que j'ai dit aussi, c'est qu'on sèche directement derrière, hein. Il ne s'agit pas de mouiller et que la vache directement aille dans sa logette. Donc c'est pour ça que il faut pas faire ça n'importe comment. Si on douche et qu'il n'y a pas de ventilation mécanique et pas de grande vitesse d'air derrière, voilà. Par exemple, si on douche à l'auge, hein, ben, on va doucher 1 minute, on va sécher 4 minutes derrière quand il fait très très chaud, hein, un peu moins quand il fait moins chaud, mais 4 minutes derrière à très forte vitesse, à 2 mètres secondes. Voilà, donc il faut des ventilateurs qui soient très rapprochés. C'est-à-dire, il ne faut pas des ventilateurs tous les 18-20 mètres, quoi. C'est des ventilateurs maximum tous les 12 mètres et des ventilateurs qui font le boulot. Parce qu'on a aujourd'hui encore des ventilateurs de dernière génération, d'ancienne génération qui se montent dans les élevages. Donc voilà, il faut le bon matériel et les bonnes vitesses d'air. Il y a beaucoup de questions hein, qui arrivent dans le chat. Malheureusement, on va pas pouvoir toutes les prendre. Peut-être une dernière, enfin deux questions qui se rejoignent autour de l'isolation, pardon, avec des panneaux sandwich. Donc, est-ce qu'on a des éléments sur les bâtiments isolés en panneaux sandwich? Est-ce que ça atténue vraiment le stress thermique? Et puis, quel est l'impact d'une couverture en panneau sandwich par rapport à du bac acier?
Alors les panneaux sandwich, oui, on a testé dans des fermes. On a pu comparer dans certaines fermes, voilà, où il y avait par exemple deux parties de bâtiment, hein. Donc ça, vous trouverez ça dans la publication sur le rayonnement. Voilà. Et quand le toit était bas, on a moyen de gagner 1 ou 2 degrés. Voilà. Par contre, ce que je disais, si on a des bâtiments à 5 mètres de haut par rapport au fibrociment et qu'on a un bâtiment qui est sans trop translucide, d'éclairant en toiture et puis qui est tout ouvert, en fait, on va pas forcément gagner énormément. On va gagner un peu en confort, mais on va pas gagner énormément en température. Voilà. Par contre, le bac acier, attention, hein, parce que voilà, il y a le risque en effet de rayonnement qui est plus important. Voilà. Et ensuite, deuxième chose, c'est aussi la corrosion. On a de plus en plus d'élevage laitier en raclée lisier, voire en caillebotis, donc en système lisier. Donc, on a un risque aussi de corrosion qui peuvent être rapides. Et donc, on a un risque quand même d'avoir des problèmes, hein, dans les années à venir avec ce type de couverture. Oui, il y a encore beaucoup de questions. Désolé, on va pas pouvoir toutes les traiter. En tout cas, merci beaucoup, Bertrand, pour les réponses. Peut-être, voilà, si pour aller plus loin, déjà, merci pour votre attention. Et puis pour aller plus loin, pour répondre à ces différentes questions, vous allez trouver des éléments, hein, dans les différents livrables qui ont été évoqués tout au long là de la présentation, que vous allez pouvoir retrouver sur le site quignel-info.com. On vous a mis dans le chat le lien vers ces documents. On vous les enverra par mail suite au webinaire, ainsi que le replay de cette présentation. En tout cas, il y a 2 flyers qui existent. Un qui va vous présenter tous les documents qui ont été publiés dans le cadre des travaux initiés par le CNIEL sur les bâtiments d'élevage. Donc, ça va parler de stress thermique, mais également de gestion de projets bâtiments, de tout ce qui est autour des aires de vie. Et puis, il y a un flyer qui est une déclinaison de tout spécifique, voilà, sur le stress thermique et l'ensemble des documents et des vidéos qu'on a pu produire sur le sujet. Donc, on vous renverra ça par mail. Au-delà de ça, il y a également Bertrand qui vous a présenté tous ces éléments aujourd'hui. N'hésitez pas à vous tourner vers lui s'il y a des questions, et il sera le porte-parole du collectif, hein, de conseillers et d'experts qui ont travaillé ces dernières années sur le sujet. Et puis je profite, voilà, de ce webinaire aussi pour les remercier pour tout le travail qui a été réalisé et très fructueux, vous l'avez vu. Et merci Bertrand d'avoir piloté tout ça. Merci à vous d'avoir participé aujourd'hui. J'en profite avec une petite question bonus en guise d'ouverture et puis de clôture aussi. Il y avait certains participants qui participaient depuis en dehors de France et qui demandent s'il y a des conseils techniques qu'on peut donner par rapport à la conduite d'un troupeau laitier bovin dans un climat saharien avec une température de plus de 40 degrés. Alors, c'est pas forcément le cadre qui a été travaillé dans le cadre des travaux, et je sais que Bertrand, c'est pas forcément non plus ta spécialité, mais est-ce que tu as des éléments de recommandation à mettre en avant? Est-ce que au final le plan d'action qu'on a proposé peut être aussi une grille d'entrée et une approche cohérente sur ce genre de système selon toi? Bah déjà, il y a des choses au niveau de la génétique, hein, suivant voilà, dans ces pays-là. Voilà, par exemple, si on compare, par exemple, en Israël, dans la vallée du Jourdain, on a vu des étables voilà, avec des 12 000 kilos de lait, avec des Holstein et des températures qui approchaient les 50 degrés par période. Voilà, donc et il y avait des stratégies d'adaptation. Donc, tout ce qu'on a vu là, des bâtiments très ouverts, de l'ombre, du douchage et de la ventilation mécanique. Voilà. Donc voilà, on voit aussi quand on regarde un peu des grosses fermes qui se montent dans les déserts parfois. Voilà, donc il y a des choses autour de la génétique et puis autour des adaptations, de l'alimentation, tout ce qu'on a vu là. Voilà. Nous, on a beaucoup de progrès à faire, c'est sur l'ouverture, le rayonnement au niveau conception des bâtiments, quoi. Voilà. Merci Bertrand. Et sur ce, du coup, on va clôturer ce webinaire. Merci à tous de vous être connectés si nombreux, hein, une bonne centaine aujourd'hui. On vous enverra donc, comme je vous disais, un lien vers le replay et puis vers les documents et les livrables existants. Et puis merci encore à Bertrand pour cette présentation. Bon appétit à toutes et tous et bonne journée. Au revoir. Merci à vous.